Et si quelqu'un nous observait en ce moment? Se faire observer contre notre insu, qu'un individu puisse nous espionner, voir tout ce que l'on fait, et même connaître toute notre vie, c'est sûrement l'une de nos plus grandes peurs lorsqu'on est sur le web. Aujourd'hui, on va parler hacking de webcam. Dans cette vidéo, on ne parlera que des webcams, car bien évidemment c'est beaucoup plus aguicheur pour une vidéo, mais il faut quand même prendre en compte que si quelqu'un arrive à accéder à votre webcam, il y a énormément de chances pour qu'il puisse accéder aux autres données, comme vos photos, vidéos, emails, mots de passe, votre historique, et j'en passe. Petit disclaimer, bien évidemment, je n'incite personne à tester chez lui ou quand bien même à devenir un hacker. Disons que c'est une vidéo de prévention et de mise en garde. Et n'oubliez pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Résumé de la situation, une personne, souvent dans des intentions malveillantes, arrive à prendre le contrôle de votre PC. Il peut donc prendre possession de votre webcam et vous voir à n'importe quel moment. Comment a-t-il fait? Comment on en arrive là? Il existe plusieurs vecteurs d'attaque où un hacker peut prendre possession de votre webcam. D'abord, le plus stylé, celui où vraiment on se dit c'est un hacker ce mec. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. C'est bien évidemment via le réseau. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique, c'est le man in the middle. Qu'on se dise, c'est un petit peu plus compliqué de le faire de nos jours, mais c'est encore possible. Le man in the middle, c'est où un attaquant intercepte et éventuellement altère la communication entre deux parties qui croient communiquer directement l'une avec l'autre. L'attaquant se place secrètement entre les deux, capturant les informations échangées, telles que les mots de passe, les messages et les données sensibles. Alors bien évidemment, d'abord c'est beaucoup moins rare parce que maintenant nous avons le HTTPS, ce qui nous permet tout simplement de ne plus afficher les informations sensibles en clair. Mais donc vous avez compris le concept, il a la main sur tout le réseau. Si vous voulez voir quelque chose, vous le verrez seulement s'il vous donne l'autorisation. Donc à partir de là, c'est assez facile pour le hacker d'accéder à votre webcam. Il peut vous faire télécharger, récupérer un malware et tout simplement prendre possession. C'est pourquoi on vous recommande souvent de vous connecter à un VPN lorsque vous êtes dans un réseau public. Ça ne vous protège pas à 100%, mais disons que ça vous protège à 90%. C'est quand même pas mal. Ensuite, l'un des plus intéressants, l'un des plus ingénieux, je trouve, c'est le vecteur physique. Vous connaissez sûrement les Rubber Ducky. C'est la petite clé USB avec un canard qu'on voit par exemple dans Mr. Robot, qui n'est pas vraiment une clé USB. Elle ressemble à une clé USB, mais à l'intérieur, elle a un microcontrôleur qui permet d'exécuter des commandes. Donc, il vous suffit d'insérer la clé USB sur l'ordinateur et en moins d'une minute, vous pouvez prendre possession de cet ordinateur. Bien évidemment, maintenant, les clés USB sont un peu moins utilisées, même s'il existe encore plein de personnes qui laissent son PC déverrouillé lorsqu'il s'en va. Oui, je vous assure que ça soit dans ma salle de classe ou tout simplement quand je prends le train, je vois énormément de personnes faire ça. Mais je vais vous parler d'ingéniosité. Je vous ai dit qu'il existait des clés USB. Si je vous montre ça, un câble USB-C, une station USB de recharge, un disque dur, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Vous l'avez peut-être deviné, c'était un port. C'est un port d'entrée. Et à partir de là, de nos jours, il existe des microprocesseurs tellement petits qui peuvent entrer dans n'importe quel câble. Donc méfiez-vous, dès qu'un inconnu vous passe, vous donne, vous prête un câble, il peut vous injecter un malware. Si vous vous rendez compte de la supercherie, mais que le câble est déjà branché, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Et je pense que ça va être de plus en plus ingénieux dans le futur. Donc ne faites confiance qu'à vos objets. Et ensuite, mon préféré, le vecteur d'attaque humain. Je vous ai dit que le vecteur d'attaque physique était assez ingénieux, mais là on bat des records. Et c'est le point principal de cette vidéo. On va en parler, on va le développer et on va le tester. Car honnêtement, les autres points sont quand même en réalité assez compliqués à mettre en place. D'abord, le réseau, il faut donc être sur le même réseau de quelqu'un. Donc c'est quand même assez compliqué. Le deuxième, il faut avoir la personne en face de nous. Donc c'est aussi compliqué. Là, le vecteur d'attaque humain peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Il peut toucher toute une école, une université, une entreprise, un département, une région, un pays, qui sait. Et ce qui rend le vecteur d'attaque humain encore plus dangereux, tout le monde peut le faire car il nécessite zéro compétence technique. Car la plus grosse faille de sécurité dans une entité, c'est l'humain. On peut mettre autant de protection, autant de remparts que vous voulez, et bien l'humain arrivera à tout faire sauter. Pour ce dernier vecteur, donc, on va un peu jouer avec. Bref, on va tout de suite rentrer dans le dernier vecteur d'attaque.
Évidemment, il existe plein de méthodes, plein de techniques, mais on va parler que d'une seule, c'est le phishing, et plus particulièrement l'email de phishing. D'abord, c'est quoi? En gros, c'est un attaquant qui se fait passer pour une entité de confiance afin de tromper la victime. Ça peut être une banque, une entreprise, des services en ligne ou même des contacts personnels. Comment on peut s'en douter? Eh bien, d'abord, souvent, les gens ne se cachent pas vraiment. Honnêtement, ils font juste du brute force, ils envoient le mail à tout le monde et ils se disent il va bien y avoir des gens qui vont cliquer. Petit spoil, bien évidemment, il y a des gens qui cliquent dessus. Mais il y a quand même une liste de choses à vérifier. D'abord, est-ce que l'adresse mail est suspecte? Souvent, elle contiendra des petites modifications ou des erreurs dans le nom de l'entreprise. Ensuite, les liens. Ils essayeront de vous mettre plein de liens trompeurs, car souvent dans l'email, il y aura un lien qui semble être légitime, mais il va juste vous rediriger vers un faux site. Souvent, évidemment, c'est l'urgence ou la menace. C'est un peu comme l'arnaque au président. On essaye de vous mettre dans une situation de stress qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Mais évidemment, ça c'est l'une de mes préférées, c'est les fautes de grammaire et d'orthographe. J'ai déjà reçu des emails de phishing, mais honnêtement, quand le titre comporte 4 erreurs d'orthographe, vous vous doutez bien que c'est pas un vrai mail. Vous savez que j'aime bien faire des expériences, mais dans notre cas, je vais pas faire de mail de phishing, ou du moins, je vais pas en envoyer. Mais j'ai quand même essayé d'en faire un. Vous avez sous les yeux l'email de phishing. Bien évidemment, je ne vais pas vous le lire, ça va demander beaucoup trop de temps, donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez le lire. Et nous, on va analyser les 5 points que je vous ai dit précédemment. Donc, on va essayer de créer et d'envoyer un mail à, bien évidemment, une fausse entreprise. On va dire que c'est mon entreprise, la Cobble Industries. L'adresse mail suspecte. Comme vous pouvez le voir, c'est une adresse mail qui ressemble, mais bien évidemment, il y a le mot vérification. Souvent, c'est bloqué avec le nom de domaine, c'est compliqué à le faire, mais on va partir du fait que c'est une petite entreprise et qu'il a oublié d'émettre cette protection. Ensuite, le lien trompeur. Évidemment, dans le mail, on ne le voit pas, mais on peut imaginer un site où ça serait par exemple cobbleindustry.com.security-check.info. Bref, le nom de domaine n'est pas le même que si c'était le vrai site, mais si vous lisez le site rapidement, vous dites « Ok, d'accord, c'est le bon site ». Ensuite, bien évidemment, l'urgence ou la menace. Là, c'est stipulé, c'est dit, si on ne fait pas d'action avant 24 heures, le compte sera temporairement suspendu pour des raisons de sécurité. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on justifie cette urgence. Bien évidemment, mon point préféré, les fautes d'orthographe et de grammaire. J'espère vraiment, honnêtement, qu'il n'y a pas d'erreur. Un peu la honte si c'est le cas, mais tant pis. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le note. Ne répondez pas à cet email, il a été généré automatiquement et n'est pas surveillé. Pour toute assistance, veuillez contacter notre service clientèle via le système officiel. Et il y a une expression qui est plus c'est gros et plus ça passe. Eh bien, c'est vrai, parce que là, on rajoute un petit détail que pas mal de phishing oublient. Et en soi, honnêtement, si tu reçois ce genre d'email, je pense que la moitié pourrait tomber dedans. Mais vous allez me dire, comment tu fais pour prendre le contrôle de la webcam ? Eh bien, dans ce cas-là, c'est quasiment impossible parce que c'est un mail de phishing pour récupérer des identifiants et on pourrait potentiellement faire sur le faux site un lien où on download un fichier, etc. Mais c'est pas du tout notre objectif. J'ai évidemment fait un deuxième exemple et dans ce cas-là, on va mettre une pièce jointe qui contient bien évidemment notre petit malware qui prend possession de la webcam. Voici le mail de phishing et bien évidemment, vu qu'on a envie que la personne télécharge notre pièce jointe, on va partir du fait qu'on est dans une entreprise. Et en soi, les mails de phishing cherchent principalement les entreprises. C'est là où ils peuvent se faire le plus d'argent. On retrouve bien évidemment l'adresse mail, il n'y a toujours pas de faute d'orthographe et de grammaire, enfin je l'espère. Côté urgent de la chose, surtout que là on est dans une entreprise, donc une facture à payer, mais l'interlocuteur dans une situation de stress, de panique. Évidemment la fameuse pièce jointe où ça ressemble quand même plus ou moins, facture, il y a la date. Là, on a mis en docx, mais ça pourrait être de l'Excel ou bien évidemment le roi, l'empereur, le PDF qui est évidemment l'extension la plus utilisée pour les pièces jointes. Et en plus, c'est super sympa parce que nous avons l'instruction pour comment faire. On a, vous vous en doutez, ce que j'adore, les petits détails, mais c'est ce qui fait tout. Le petit important, si vous avez déjà réglé cette facture, veuillez ignorer cet email ou nous contacter
directement pour confirmer la réception de votre paiement. Évidemment que vous n'avez pas payé la facture étant donné que c'est du phishing et on a rajouté quand même le petit note pour si vous avez un problème, allez voir directement notre site officiel. Enfin, premier degré, moi je suis assez fier de mes mails. J'attends vos réponses en commentaire si vraiment ils sont réalistes. Pas du tout! Mais j'espère quand même qu'il y a un peu de degré de ressemblance. Mais du coup, ok, on clique sur télécharger la pièce jointe et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, lorsque vous allez ouvrir le fichier, eh bien, il va y avoir du code malveillant qui va se lancer. Mais évidemment, je vous passe les détails de comment ils font, mais si le sujet vous intéresse, eh bien, je pourrais faire une vidéo qui parlera de la stéganographie, l'art de dissimuler la data. Je vous rassure, de nos jours, on a quand même pas mal de sécurité par rapport aux PDF. Souvent, si vous utilisez un logiciel pour lire les PDF, ça les bloque. Et normalement, votre antivirus préféré devrait détecter une action malveillante. Mais imaginons vraiment, vous n'avez aucune sécurité, donc vous cliquez sur le PDF, vous l'ouvrez, eh bien, il y a un RATS. Remote Access Trojans. Ou tout simplement un cheval de Troie en français. Les RATS, c'est des types de malware qui permettent aux attaquants de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur infecté. Et vous vous en doutez, y compris sa webcam. Et bien évidemment, ils sont souvent dissimulés dans des fichiers téléchargés depuis des sources non sécurisées. Comme par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous recherchez votre meilleur crack. Et oui, votre jeu, votre logiciel de montage, vidéo, photo, je ne sais quoi, pourrait très bien être la porte d'entrée d'un malware. Mais comment faire pour se protéger? D'abord, pour la webcam, beaucoup de webcams est équipée d'une lumière qui permet tout simplement de savoir si elle est utilisée ou pas. Donc, si la lumière de votre webcam s'allume sans raison, c'est quand même un peu inquiétant. Ensuite, vous avez tout simplement le comportement inhabituel de l'ordinateur. S'il y a des ralentissements, des activités réseau étranges ou tout simplement des programmes inconnus qui se lancent ou qui tournent en fond, vous devriez vous méfier un peu. Puis, évidemment, il existe plein d'outils de détection. Et si vous êtes vraiment précautionneux et que vous êtes un expert, un professionnel de l'informatique, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser Wireshark. C'est un outil qui permet d'analyser le réseau. Et bien évidemment, si vous utilisez Wireshark, vous pouvez aussi utiliser le Task Manager et le Process Explorer. Comme ça, vous surveillez le réseau, les processus, enfin tout ce qui est lancé sur votre ordinateur. Après, je ne vais pas vous faire peur, mais la lumière sur la webcam, en soi, ça ne veut plus rien dire. Si par malchance vous tombez en face d'un très bon hacker, eh bien il pourrait désactiver la lumière de votre webcam. Je vous rassure, c'est quand même un niveau bien au-dessus. Et bien sûr, il y a des webcams qui ne se laissent pas faire et où c'est impossible de désactiver. Et si vous voulez un conseil afin d'éviter de vous faire observer contre votre insu, c'est certainement même l'un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner. Et ironiquement, il ne faut pas être un giga crack de l'informatique pour le faire, c'est tout simplement le bootskotch.